Imaginez, un inconnu apparaît dans une petite ville anglaise, et en moins de 24 heures, il révèle des secrets que même Hercule Poirot n'avait pas encore découverts. Était-ce un visionnaire ou un meurtrier prêt à tout? Bonsoir, mes détectives. Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire si troublante que même l'esprit de Poirot sera mis à l'épreuve. Un homme mystérieux, capable de deviner les pensées les plus intimes, des crimes cachés derrière des visages respectables, et un seul indice qui pourrait tout changer. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous qu'il s'agit d'un allié ou d'un coupable? Restez jusqu'à la fin, car ce que Poirot découvrira dans ce dossier pourrait bien changer pour toujours votre façon de voir la vérité. Croyez-moi, vous n'allez pas en croire vos yeux. Le train en provenance de Londres ralentit en sifflant sous la pluie battante. À bord, les passagers se pressaient pour descendre, mais un seul attira immédiatement l'attention. C'était un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, qui semblait absorber toute lumière. Ses yeux perçants, d'un gris métallique, scrutaient les alentours, comme s'il connaissait déjà les secrets de chacun, avant même de leur adresser la parole. Les habitants de la petite gare de King's Abbot échangèrent des regards inquiets. Personne ne l'avait jamais vu auparavant. Hercule Poirot, qui attendait tranquillement sur le quai, remarqua aussitôt cette silhouette singulière. Son instinct, affûté par des années d'enquête, lui souffla que cet étranger n'était pas un voyageur ordinaire. L'air assuré, presque arrogant, avec lequel il posa ses valises, donnait l'impression qu'il venait non pour découvrir la ville, mais pour la défier. Poirot, moustache impeccable et regard curieux, inclina légèrement la tête. Dans la petite ville, l'arrivée d'un inconnu provoquait toujours des murmures. Mais cet homme dégageait quelque chose de plus, une aura d'autorité silencieuse. Quand il entra dans la taverne voisine pour demander une chambre, il prononça le nom de plusieurs habitants, avant même qu'on ne les lui présente. Le silence se fit aussitôt. Comment pouvait-il savoir? Le patron de l'auberge, Bouche Bée, tenta une explication. Peut-être avait-il déjà visité la ville, dans le passé, mais l'étranger secoua la tête avec un léger sourire, comme amusé par l'ignorance des autres. Ses paroles suivantes glacèrent l'assemblée. « Je ne suis jamais venu ici, mais je sais qui vous êtes tous. » Un frisson parcourut la salle. Poirot, installé discrètement à une table voisine, observa la scène. Ces petites cellules grises se mirent aussitôt en mouvement. Était-ce un imposteur, un illusionniste, ou bien un manipulateur utilisant des informations glanées dans l'ombre? L'idée qu'un homme puisse connaître tant de détails intimes sans avoir jamais mis les pieds à King's Abbot éveilla en lui une inquiétude profonde. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Dès le lendemain, chacun dans la ville parlait de l'homme qui savait tout. Certains le craignaient, d'autres voulaient l'admirer, et quelques-uns même cherchaient à l'acheter, pensant que ses connaissances pouvaient devenir une arme puissante. Mais une chose était certaine, personne ne pouvait rester indifférent à sa présence. Le soir venu, Poirot fut invité à une réception mondaine chez Lady Whitmore. Quelle ne fut pas sa surprise de trouver l'étranger déjà installé, conversant avec une élégance glaciale. Il parlait des fortunes cachées, des adultères dissimulés, des dettes secrètes, et chaque fois, son auditoire blêmissait. Comment osait-il révéler en public ce que chacun avait tenté d'enterrer? Poirot nota chaque réaction. Les mains tremblantes de Lord Ashbury, le regard fuyant de la jeune Miss Caroline, les protestations outrées du docteur Miller. L'étranger frappait juste à chaque fois, comme s'il avait ouvert les journaux intimes de toute la salle. Pourtant, ces affirmations n'étaient accompagnées d'aucune preuve, et c'était cela, pensa Poirot, qui rendait l'affaire encore plus terrifiante. Alors que la soirée touchait à sa fin, Poirot s'approcha enfin de l'homme. Il se présenta avec son habituel sourire poli et ses manières impeccables. « Hercule Poirot, à votre service. » L'étranger le fixa un instant, et un silence pesant s'installa. Puis, d'une voix basse mais assurée, il répondit « Je sais très bien qui vous êtes, monsieur Poirot, et je connais aussi le secret que vous gardez depuis 20 ans.
Le lendemain matin, la petite ville se réveilla dans un mélange de curiosité et de peur. Les conversations tournaient tout autour de l'étranger. Certains affirmaient qu'il possédait des dons surnaturels, d'autres qu'il n'était qu'un maître de l'espionnage. Mais nul ne pouvait nier ce qu'il avait déjà révélé la veille. Trop de ses paroles s'étaient avérées exactes, trop de visages avaient blêmi à l'écoute de ses insinuations. Au marché, les commerçants échangeaient des rumeurs. Il a parlé de mon frère, disparu il y a 15 ans, et confia un boucher, la voix tremblante. Comment aurait-il pu savoir? Une vieille dame ajouta. Hier soir, il a regardé Miss Caroline droit dans les yeux et a dit « Vous savez très bien que l'enfant que vous prétendez être votre neveu est en réalité votre fils. » Elle est partie en courant. L'air était lourd de chuchotements, comme si la vérité, trop longtemps retenue, avait enfin trouvé un messager. Poirot, fidèle à son habitude, observa. Il ne se laissait pas emporter par les émotions ou les superstitions. Pourtant, il devait admettre que quelque chose clochait. Ces révélations n'étaient pas le fruit du hasard. L'homme avait accès à des informations que même Scotland Yard aurait eu du mal à obtenir. Mais par quels moyens? Poirot se promit de découvrir la méthode derrière ce miracle. Le soir même, une nouvelle réception fut organisée. Cette fois, dans la demeure imposante de Lord Dashbury. L'aristocrate, visiblement nerveux, espérait sans doute détourner l'attention en invitant toute la bonne société. Mais son plan s'échoua. L'étranger était présent, assis calmement dans un fauteuil, ses yeux perçants, glissant sur l'assistance comme une lame. Tout le monde retenait son souffle. Puis, d'une voix douce mais implacable, l'homme se leva. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous révéler un détail, insignifiant peut-être, mais qui changera la perception que vous avez de l'un d'entre vous. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Il désigna alors le docteur Miller. Cet homme, que vous consultez depuis 20 ans, n'est pas réellement diplômé. Son certificat est un faux. Un cri de stupeur secoua la salle. Le docteur Miller tenta de protester, jurant sur son honneur que tout cela n'était qu'un mensonge. Mais déjà, certains invités murmuraient, rappelant des détails troublants. Une opération ratée, un diagnostic trop approximatif, un patient disparu. Les soupçons se transformaient en certitude. L'étranger n'avait pas besoin de preuves. Ses paroles suffisaient à détruire une réputation. Poirot s'approcha alors, sa moustache frémissante d'indignation. « Monsieur, dit-il fermement, vous ne pouvez pas ainsi diffamer sans fondement. Tout accusateur doit apporter des preuves tangibles. » Mais l'homme mystérieux se contenta de sourire, révélant une assurance glaciale. « Oh, monsieur Poirot, je n'accuse pas, je révèle. Les preuves, elles viendront à vous, comme elles sont venues à moi. » Un silence pesant retomba dans la salle. Poirot sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas tant la révélation qui l'inquiétait, mais la manière dont elle avait été faite. L'homme ne cherchait pas à convaincre. Il imposait une vérité brutale, qui frappait les cœurs plus fort qu'un dossier judiciaire. Et le pire, pensa Poirot, c'est que tout le monde voulait le croire. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Poirot resta longtemps assis devant sa fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Il savait qu'il avait affaire à une énigme rare, un adversaire qui utilisait la vérité comme une arme invisible. Mais dans cette partie d'échecs qui venait de commencer, il se promit une chose. Il découvrirait d'où venait cet étrange savoir, car tôt ou tard, chaque vérité cache un mensonge. Dès le lendemain, la petite ville de King's Abbot se transforma en un théâtre d'inquiétude. Les rues, autrefois paisibles, bruissaient de murmures et de soupçons. Chaque habitant semblait craindre d'être le prochain sur la liste de l'étranger. Derrière les rideaux, on observait avec angoisse les allées et venues de cet homme qui déambulait dans la ville, comme s'il en connaissait chaque recoin depuis toujours. Les premiers doutes apparurent. Et si ces révélations n'étaient-elles pas seulement des vérités, mais aussi des mensonges habilement mêlés aux faits, cette pensée empoisonna l'esprit des villageois. Certains commencèrent à se méfier de leurs voisins.
d'autres à se replier dans le silence. Des amitiés vieilles, de plusieurs décennies, se fissurèrent en quelques heures, car personne ne savait à qui faire confiance. Un soir, à la taverne, une dispute éclata violemment. Un homme accusa sa femme d'infidélité en se basant sur les insinuations de l'étranger. Elle nia farouchement, mais le doute s'était déjà installé. La simple suggestion avait suffi à détruire un mariage. Poirot, témoin discret de la scène, comprit que l'étranger n'avait pas besoin de preuves pour semer le chaos. La peur faisait tout le travail. Le lendemain, des lettres anonymes circulèrent dans la ville, rapportant des secrets intimes, des dettes, des fautes oubliées. On murmura aussitôt que l'étranger en était l'auteur. Mais Poirot remarqua un détail essentiel. L'écriture ne correspondait pas à celle qu'il avait vue sur les papiers que l'homme avait signés à l'auberge. Quelqu'un cherchait peut-être à amplifier son pouvoir en se cachant derrière son nom. L'étranger, quant à lui, semblait savourer cette atmosphère de méfiance. Lorsqu'on l'accusait d'être l'auteur des lettres, il souriait simplement et répondait « Pourquoi m'en donner le mérite? La vérité a 1000 voix, et je ne suis qu'une d'entre elles. » Ces mots suffisaient à renforcer encore plus son aura mystérieuse. Poirot, lui, s'enferma dans son appartement pour réfléchir. Ses petites cellules grises s'activaient. Un homme pouvait connaître beaucoup de choses par l'observation, les journaux ou les confidences arrachées subtilement. Mais comment expliquer qu'il sache des détails enfouis depuis des décennies? Il y avait là une énigme digne de son esprit, mais aussi une menace grandissante pour la paix de la ville. Un après-midi, Poirot reçut la visite inattendue de Miss Caroline, le visage ravagé par les larmes. Elle avoua que ce que l'étranger avait dit à son sujet était vrai. L'enfant qu'elle prétendait être son neveu était bel et bien son fils illégitime. Mais comment pouvait-il le savoir? Sanglota-t-elle. Poirot, compatissant, posa une main rassurante sur son épaule, mais son esprit bouillonnait. Cette information n'avait jamais quitté le cercle le plus intime de la famille. La peur devint panique lorsque quelqu'un affirma avoir vu l'étranger se promener la nuit dans le cimetière, comme s'il consultait les tombes pour nourrir ses révélations. D'autres jurèrent l'avoir aperçu conversant seul, dans l'ombre, comme s'il recevait ses connaissances d'une voix invisible. Les superstitions fleurirent, et certains parlèrent de pacte avec le diable. Poirot, rationnel, secoua la tête, mais il savait que le danger venait moins des légendes que de l'esprit humain lui-même, car déjà, dans le silence des maisons closes, des habitants dressaient des plans. S'ils continuaient à dévoiler des secrets, bientôt, plus personne ne pourrait vivre en paix. Et dans ses regards assombris par la peur, Poirot devina le germe de la violence. Quelqu'un, tôt ou tard, tenterait de faire taire l'homme qui savait tout. Poirot, qui jusque-là s'était contenté d'observer en silence, décida qu'il était temps de mettre l'étranger à l'épreuve. Les rumeurs se multipliaient, et déjà la ville sombrait dans une paranoïa dangereuse. « Non, 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 cela ne peut pas durer », marmonna-t-il, en arrangeant sa moustache devant le miroir. « Un mensonge répété trop souvent devient une vérité, et je ne permettrai pas qu'un imposteur prenne le pouvoir sur ces pauvres âmes. » Ce soir-là, il se rendit de nouveau à l'auberge, où logeait l'homme mystérieux. La salle était animée de chuchotements, mais un silence pesant s'abattit lorsque Poirot franchit la porte. Tous savaient que quelque chose d'important allait se jouer. L'étranger, assis dans un coin, leva calmement les yeux, comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. Poirot s'approcha avec assurance et déclara d'une voix ferme « Monsieur, permettez-moi un petit jeu. Vous semblez connaître les secrets de tout le monde, mais que savez-vous de moi ?» Un murmure parcourut l'assistance. Jamais encore personne n'avait osé défier l'étranger aussi directement.
L'homme esquissa un sourire énigmatique. « Ah, monsieur Poirot, vos cellules grises sont célèbres dans toute l'Europe, mais même vous, vous avez vos faiblesses. Vous aimez l'ordre, vous craignez le chaos, et surtout... » Il marqua une pause, savourant chaque mot. « Vous n'avez jamais osé avouer que vous gardez, dans une boîte fermée à double clé, une lettre écrite par une femme que vous avez aimée. » Un silence glacé tomba sur la pièce. Poirot resta immobile, son visage impassible. Seule sa moustache frémit légèrement. Comment cet homme pouvait-il savoir une telle chose? Était-ce un coup de bluff? Ou avait-il réellement accès à un passé que Poirot n'avait jamais confié à personne? Au lieu de se troubler, Poirot choisit la stratégie. Il s'assit face à lui et sortit une petite boîte de métal qu'il portait toujours avec lui. « Voyons, monsieur, » dit-il doucement, « si vous êtes si bien informé, quel est le contenu de cette boîte ?» Tous les regards se tournèrent vers l'étranger. Suspendu à sa réponse, l'homme plissa les yeux, ses doigts tambourinant sur la table. « 3 choses, une lettre, un ruban et une photographie. » Un murmure d'effroi parcourut l'auberge. Poirot ouvrit lentement la boîte. La lettre y était, ainsi que le ruban, mais aucune photographie. L'étranger fronça les sourcils, pour la première fois désarçonné. Poirot se redressa avec un léger sourire. « Vous voyez, monsieur, même les esprits les plus brillants peuvent se tromper. » Sa voix portait, ferme et claire, mais au fond de lui, Poirot savait que cet échec apparent ne suffisait pas à discréditer totalement l'homme. Au contraire, son degré de précision restait troublant. D'où venait donc son savoir? En quittant l'auberge ce soir-là, Poirot se promit de ne plus seulement observer, mais d'agir. Il devait trouver des preuves, démêler la vérité du mensonge et comprendre comment cet homme exerçait son pouvoir sur les autres. Car il en était sûr désormais. Derrière ce masque d'omniscience se cachait une méthode, et derrière cette méthode, un danger encore plus grand. La grande demeure de Lady Whitmore brillait ce soir-là de 1000 chandelles. Les salons résonnaient de musique et de conversations animées. Toute la haute société de King's Abbot était présente, vêtue de soie et de velours, cherchant à oublier le temps d'un bal, l'inquiétude qui pesait sur la ville depuis l'arrivée de l'étranger. Mais même au milieu des rires forcés et des verres de champagne, chacun savait qu'il finirait par apparaître. Et il apparut, silencieux, vêtu de son manteau sombre. Il entra dans la salle comme une ombre qui déchire la lumière. Les conversations s'interrompirent aussitôt, les violons cessèrent de jouer, les regards convergèrent vers lui avec une fascination mêlée de terreur. On lui céda un fauteuil près de la cheminée, et il s'y installa comme un roi sur son trône. Poirot, impeccable dans son costume noir, l'observait à distance. Il avait décidé de rester en retrait, d'analyser chaque geste, chaque mot. Ses petites cellules grises lui soufflaient que ce soir, un événement marquerait un tournant, car l'homme ne venait pas pour se divertir, mais pour frapper. Le moment arriva plus tôt qu'attendu. Au milieu des danses, l'étranger se leva brusquement et leva la main. Un silence absolu tomba sur l'assemblée. Ses yeux se fixèrent sur Lady Whitmore, l'hôtesse. « Mes amis, » dit-il d'une voix claire, « il est temps que la vérité éclate, car cette maison même, sous vos pieds, cache un crime oublié depuis 20 ans. » Un souffle d'effroi parcourut la salle. Lady Whitmore pâlit, s'agrippant à son éventail comme à une bouée de sauvetage. L'étranger poursuivit, implacable, « Votre défunt mari, que vous honorez encore chaque année, n'est pas mort d'une maladie, comme vous le prétendez. Il a été empoisonné, et vous le savez très bien. » Un cri s'échappa des lèvres de Lady Whitmore. Les invités, stupéfaits, reculaient de quelques pas, comme si la distance pouvait les protéger de l'horreur de ces mots. Poirot, lui,
resta immobile, observant chaque réaction. Était-ce une mise en scène? Une manipulation de plus? Ou bien une vérité si soigneusement enterrée qu'elle ne pouvait avoir été découverte que par une enquête minutieuse? Lady Whitmore tenta de se défendre, jurant son innocence. Mais son trouble était évident. Plusieurs invités chuchotaient déjà, rappelant qu'à l'époque, aucune autopsie n'avait été réalisée. L'étranger, lui, savourait le chaos qu'il venait de déclencher. « La vérité, dit-il doucement, n'a pas besoin de preuves. Elle a seulement besoin de courage pour être révélée. » Poirot s'avança enfin, sa voix résonnant dans le silence pesant. « Non, monsieur. La vérité a toujours besoin de preuves. Sans elle, elle n'est qu'une arme entre de mauvaises mains. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Le duel était lancé. L'étranger esquissa un sourire mince, comme s'il avait attendu cette confrontation. La soirée s'acheva dans un tumulte. Certains invités fuirent la maison. D'autres restèrent pour interroger Poirot, espérant qu'il les protégerait contre l'homme qui savait tout. Mais en quittant la demeure, Poirot savait une chose. L'étranger venait de franchir une ligne. Désormais, il ne se contentait plus de révéler des secrets. Il accusait de meurtre. Et cela, pensa Poirot, pourrait bien conduire au premier vrai drame. Depuis la soirée dramatique chez Lady Whitmore, Poirot avait redoublé de vigilance. L'étranger, désormais accusateur de meurtre, devenait plus dangereux que jamais. Mais, comme souvent, c'était dans les détails, les plus infimes, que Poirot trouvait ses réponses. Et un détail, cette nuit-là, avait éveillé sa suspicion. Au moment d'accuser Lady Whitmore, l'étranger avait mentionné un fait qui n'avait jamais été rendu public. Comment pouvait-il le savoir? Poirot passa les jours suivants à fouiller les archives de la ville, interrogeant discrètement des témoins oubliés. Il découvrit rapidement que certaines informations révélées par l'étranger figuraient dans des rapports de police jamais publiés, conservés dans les bureaux poussiéreux de la mairie. Cela signifiait une chose. L'homme avait eu accès à ces documents. Il n'était pas un prophète ni un voyant, mais quelqu'un qui s'était préparé minutieusement. Cependant, une question demeurait. Pourquoi? Quel intérêt avait-il à déstabiliser la ville entière? Cherchait-il vengeance? Pouvoir? Ou dissimulait-il son propre crime derrière l'écran de ses révélations? Poirot, en arrangeant soigneusement les plis de son costume, se promit de ne pas laisser cette énigme sans réponse. Un soir, alors qu'il observait discrètement l'auberge, Poirot remarqua un détail troublant. L'étranger, croyant être seul, sortit de sa poche une photographie froissée. Poirot, grâce à ses yeux exercés, aperçut brièvement le visage d'une femme sur l'image, avant que l'homme ne la cache précipitamment. Son expression, habituellement si froide, se transforma l'espace d'un instant en douleur profonde. Voilà donc une faille dans son masque parfait. Le lendemain, Poirot choisit de provoquer une conversation. « Monsieur, dit-il d'un ton neutre, vous semblez connaître la vérité des autres, mais qu'en est-il de la vôtre ?» L'homme se figea un instant, avant de sourire, mais ce sourire était plus crispé qu'à l'accoutumée. « Ma vérité n'a pas d'importance, monsieur Poirot, ce sont les vôtres, celles de la ville, qui comptent. » Poirot, cependant, lut dans ses yeux une inquiétude nouvelle. Poirot décida de creuser cette piste. Il interrogea discrètement les anciens habitants de King's Abbot et finit par entendre une rumeur. Des années auparavant, un jeune homme avait disparu mystérieusement après un scandale amoureux. Certains pensaient qu'il avait quitté le pays, d'autres qu'il avait péri dans des circonstances suspectes, mais la description de ce jeune homme ressemblait étrangement à celle de l'étranger, vieilli et endurci par le temps. Ce fut lors d'une promenade au cimetière que Poirot obtint une confirmation troublante. Sur une vieille tombe effacée par le temps, il lut un nom qui lui fit lever les sourcils. C'était celui du frère de la femme, figurant sur la photographie que l'étranger cachait.
Était-il possible que l'homme, qui se disait maître des secrets, ne soit autre que le survivant de cette tragédie? Ce soir-là, Poirot retourna à l'auberge et observa l'étranger à travers la lumière vacillante des chandelles. Pour la première fois, il vit en lui non plus un accusateur implacable, mais un homme hanté. Derrière chaque vérité qu'il lançait comme une arme, se cachait peut-être une souffrance qu'il tentait de transformer en pouvoir. Le masque commençait à se fissurer, et Poirot se dit alors, en silence, « Oui, cet homme connaît les secrets des autres, mais son plus grand secret, celui qu'il redoute plus que tout, finira par être révélé, et ce jour-là, mes amis, son masque tombera pour de bon. » Les jours qui suivirent furent marqués par une agitation sourde. Les habitants, jusque-là paralysés par la peur de l'étranger, commencèrent peu à peu à retrouver leur voix. Certains, encouragés par le calme rassurant de Poirot, acceptèrent de lui confier ce qu'ils savaient ou ce qu'ils croyaient avoir deviné. Et c'est ainsi que se tissa lentement une toile d'histoire oubliée, de souvenirs murmurés, où l'ombre de l'étranger apparaissait de plus en plus nette. Une vieille gouvernante, Mrs. Hargreaves, fut la première à parler. Elle raconta qu'il y avait 25 ans, un jeune homme avait vécu dans la ville, discret mais ambitieux, amoureux d'une femme qu'il ne pouvait épouser à cause de son statut social. Un scandale éclata alors, et le jeune homme disparut du jour au lendemain. On a dit qu'il s'était noyé dans la rivière, mais personne n'a jamais vu le corps, souffla-t-elle. Poirot nota soigneusement chaque mot. Un ancien employé de la gare confirma une partie de cette histoire. Il se souvenait d'un passager qui, une nuit, avait pris le dernier train sans billet et sans bagage. Ses yeux, je m'en souviens encore, c'étaient les yeux d'un homme qui avait perdu tout ce qui comptait. Dit-il d'une voix rauque, quand Poirot lui montra un portrait approximatif de l'étranger, l'homme blêmit. Oui, c'était lui, j'en suis certain. Mais tous les témoignages ne concordaient pas. Une veuve, Mrs. Fletcher, affirma que l'étranger n'était pas ce jeune homme disparu, mais plutôt son frère aîné, qui aurait juré de venger l'humiliation subie par sa famille. Selon elle, son retour n'était pas motivé par le hasard, mais par un plan soigneusement préparé depuis des décennies. Poirot, intrigué, comprit que la vérité devait être cachée quelque part, entre ces récits contradictoires. Au fur et à mesure que les langues se déliaient, une autre constante apparut. L'étranger semblait connaître intimement les blessures secrètes des habitants, parce qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, été témoin de leur naissance. Dans chaque rumeur, dans chaque faute, son ombre apparaissait, comme s'il avait toujours été présent, tapi dans les coulisses. Était-ce un homme ou une mémoire vivante de la ville? Poirot, en écoutant attentivement, comprit que la peur avait transformé ses témoins en complices involontaires. Chacun portait un morceau de vérité, mais aussi une part d'exagération. Il fallait démêler ce qui relevait des faits, de ce qui n'était que rumeur. Et pour cela, Poirot savait qu'il devait s'armer de patience et de méthode. Les petites cellules grises ne se laissèrent pas troubler par les émotions. Une révélation plus inquiétante surgit lorsque le fossoyeur de King's Abbot demanda à parler à Poirot en privé. Dans le secret de son cabanon, il lui confia avoir vu, il y a quelques semaines, l'étranger déterrer une vieille boîte métallique dans une tombe oubliée. « Je n'ai rien dit par peur », avoua-t-il, mais depuis cette nuit-là, il sait des choses qu'aucun vivant ne pouvait savoir. Poirot sentit son cœur s'accélérer. Le puzzle commençait à prendre forme. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Poirot relut ses notes. Chaque témoin avait ajouté une pièce au tableau. L'étranger n'était pas seulement un homme qui savait, il était lié à l'histoire même de la ville, comme un fantôme qui revenait réclamer justice. Mais justice pourquoi? Pour qui? Et à quel prix? Poirot, les doigts joints sous son menton, conclut à voix basse. Les témoins silencieux ont parlé. Maintenant, il reste à découvrir lequel dit vrai, et lequel sert de paravent à une vérité plus terrible encore. L'atmosphère de King's Abbot était devenue irrespirable. La peur, les soupçons et les rancunes avaient transformé la ville en une poudrière
prête à exploser. Poirot le sentait. Il ne s'agissait plus seulement de paroles ou de rumeurs. L'étranger avait semé trop de haine et de méfiance. Et lorsque la haine grandit dans le silence, elle finit toujours par éclater dans le sang. Ce fut une nuit de brouillard que tout bascula. Les cloches de l'église sonnèrent à toute volée, réveillant les habitants en sursaut. Des cris résonnaient dans la rue principale. On venait de découvrir un corps, étendu sans vie, au pied de la fontaine du village. La victime était le docteur Miller, l'homme dont l'étranger avait publiquement dénoncé les faux diplômes quelques jours plus tôt. Poirot arriva rapidement sur les lieux, suivi d'une foule d'habitants terrifiés. Le médecin gisait sur les pavés froids, la tête frappée par un objet contondant. À côté de lui, on trouva une note griffonnée en hâte. Il ne méritait pas de soigner des vies. Justice est faite. Le message glaça l'assemblée. Était-ce un meurtre de vengeance ou un avertissement? La rumeur s'empara aussitôt de la foule. Tous les regards se tournèrent vers l'étranger, qui observait la scène, impassible, les mains croisées derrière le dos. Certains crièrent qu'il était responsable, que ses paroles avaient armé la main de l'assassin. D'autres, au contraire, le voyaient comme un prophète qui avait simplement dévoilé la vérité et que la justice divine avait confirmé par ce meurtre. Poirot, lui, ne se laissa pas emporter. Agenouillé près du corps, il examina chaque détail, la blessure, la position du cadavre, la note posée trop en évidence. Tout cela lui paraissait trop parfait, trop théâtral, comme si quelqu'un avait voulu transformer un crime ordinaire en une exécution symbolique. Il se releva et déclara d'une voix ferme : « Ce n'est pas la vérité qui tue, mes amis, ce sont les hommes qui l'utilisent comme une arme. » Mais déjà, l'ordre fragile de la ville se brisait. Deux camps se formaient, ceux qui voulaient chasser l'étranger sur le champ et ceux qui le défendaient comme un révélateur de justice. Kingsabo s'enfonçait dans la division. Cette nuit-là, Poirot resta longtemps éveillé. Il savait que le meurtre du docteur Miller n'était qu'un début. Derrière cette mise en scène se cachait une main calculatrice, quelqu'un qui profitait du chaos pour régler ses propres comptes. Et l'étranger, volontairement ou non, devenait l'instrument parfait de cette machination. Le lendemain du meurtre, la ville entière était en effervescence. Les journaux locaux titraient déjà « L'étranger a prophétisé la mort ». Pour la majorité des habitants, la culpabilité de l'homme mystérieux ne faisait aucun doute. Mais pour Poirot, les choses étaient loin d'être aussi simples. « Non, non, mes amis », murmurait-il en caressant sa moustache. « La vérité véritable n'aime pas les solutions trop rapides. » Il retourna examiner la scène du crime à la lumière du jour. La fontaine, autrefois symbole de paix, n'était plus qu'un théâtre macabre. Poirot scruta chaque pierre, chaque trace laissée sur le sol humide. C'est alors qu'il remarqua une empreinte de boue différente des autres, plus fine, plus délicate, comme celle d'une femme. Cette empreinte s'éloignait du corps et disparaissait vers les ruelles sombres. Un détail que la police locale, trop pressée, n'avait pas relevé. Poirot interrogea ensuite les témoins. Plusieurs habitants jurèrent avoir vu l'étranger rôder près de la fontaine avant la découverte du corps. Mais à mesure qu'il parlait, Poirot remarqua les contradictions. Certains le disaient seul, d'autres accompagnés. Certains le décrivaient immobile, d'autres marchant rapidement. Des témoignages trop confus, trop incohérents pour constituer une preuve solide. En secret, Poirot commença à dresser une autre hypothèse. Et si le véritable assassin utilisait la peur semée par l'étranger pour masquer son crime? En dirigeant les soupçons vers lui, le meurtrier pouvait agir dans l'ombre sans attirer l'attention. Le détective savait que ce ne serait pas la première fois qu'un coupable habile transformait un bouc émissaire en coupable idéal. Il décida de confronter directement l'étranger. « Monsieur », dit Poirot d'un ton ferme, « vos paroles déclenchent des tempêtes, mais je ne crois pas que vous ayez levé la main sur le docteur Miller. » L'homme le fixa longuement avant de répondre.
Je n'ai pas besoin de tuer pour que justice soit faite. Les vérités que je révèle suffisent. » Cette phrase glaça Poirot. Elle pouvait être un aveu comme une habile esquive. En quittant l'auberge, Poirot croisa Miss Caroline, visiblement troublée. Elle lui confia à voix basse. « Je crois que je sais qui a tué le docteur. Mais si je parle, ma vie sera détruite. » Poirot la rassura, mais nota intérieurement que le filet se resserrait. Si certains habitants commençaient à craindre l'étranger, d'autres voyaient dans ce chaos une opportunité de régler leur propre compte. Cette nuit-là, Poirot rassembla toutes ses notes sur sa table. Chaque détail formait un puzzle complexe. Les révélations de l'étranger, les rancunes anciennes, la mise en scène théâtrale du meurtre. Il sentait qu'un fil invisible reliait tout cela. Mais lequel? Ses cellules grises travaillaient sans relâche. Un doute, cependant, grandissait en lui. Et si l'étranger n'était pas seulement un acteur dans cette affaire, mais aussi une victime, un homme manipulé, utilisé comme masque par un véritable coupable tapi dans l'ombre, l'idée, bien que risquée, paraissait de plus en plus plausible. En refermant ses carnets, Poirot se dit à voix basse « Tant que le doute subsiste, il faut chercher. Et moi, Hercule Poirot, je ne me contente jamais de l'évidence. » Poirot savait mieux que quiconque que ce sont les petites choses, celles que tout le monde ignore, qui conduisent à la vérité. Les grandes affaires, mes amis, disait-il souvent, se résolvent toujours grâce aux petits détails. Et dans le chaos qui régnait à King's Abbot, un détail minuscule venait de capter toute son attention alors qu'il relisait ses notes. Poirot se rappela la note retrouvée près du corps du docteur Miller. « Justice est faite. » L'écriture semblait trop appliquée, trop nette, pour avoir été tracée dans la hâte d'un meurtre. Intrigué, il compara discrètement ce message avec plusieurs lettres anonymes qui circulaient dans la ville. À sa grande surprise, l'écriture correspondait presque parfaitement à celle d'un notable respecté, Lord Ashbury. Poirot décida de vérifier sans tarder. Dans les archives de la mairie, il trouva d'anciens documents signés par Ashbury. Les courbes des lettres, la forme du J, la rigidité des majuscules, tout concordait. Pour Poirot, il n'y avait plus de doute. Le billet retrouvé près du cadavre n'était pas écrit par un assassin emporté par la colère, mais par quelqu'un de calculateur, décidé à tromper les enquêteurs. Mais pourquoi Lord Ashbury aurait-il voulu incriminer l'étranger? Poirot se mit à reconstituer les liens. Ashbury avait tout à perdre si certains secrets étaient révélés. Ses dettes de jeu, ses affaires douteuses, et surtout, un testament falsifié qui lui permettait de conserver une immense fortune. Si l'étranger savait cela, alors Ashbury avait toutes les raisons du monde de le faire taire. Pourtant, Poirot n'agissait jamais sur une seule preuve. Il choisit donc de mettre Ashbury à l'épreuve. Lors d'une réception, il aborda le lord avec son sourire le plus courtois et lui tendit une copie de la note anonyme. « Voyez, mon cher, quelle écriture curieuse. Elle me rappelle quelqu'un. » Ashbury pâlit légèrement, mais se ressaisit vite. Trop vite, pensa Poirot. Les coupables, souvent, se trahissent dans la rapidité de leur réaction. En parallèle, Poirot poursuivait ses observations sur l'étranger. Il remarqua que l'homme n'inventait jamais de toutes pièces. Il se contentait d'amplifier des vérités déjà existantes, parfois enfouies, parfois oubliées. Mais comment obtenait-il ces fragments, si précis, une nuit? Poirot surprit l'aubergiste, en train de lui remettre discrètement des documents anciens. Voilà une piste précieuse. L'étranger avait peut-être un complice local. Les petites cellules grises de Poirot s'agitaient sans cesse. Un complice qui fournissait les informations, un aristocrate qui profitait du chaos et un meurtre mis en scène pour détourner les soupçons. Tout cela formait une construction fragile, mais cohérente. Restait à trouver le lien final, la clé qui transformerait ces hypothèses en certitude. Poirot décida de garder son silence pour l'instant. Trop tôt pour accuser, trop tôt pour dévoiler ses cartes, mais il nota soigneusement dans son carnet « Lord Ashbury, suspect principal. L'étranger, dos instrument, pas maître du jeu.
Vérifiez complice auberge. En refermant son carnet, Poirot murmura « Ah, mes amis, un détail minuscule peut faire tomber les masques les plus solides. Et je sens que bientôt, l'un de ces masques se brisera devant moi. » Le tumulte causé par le meurtre du docteur Miller avait placé la ville entière dans un état de tension extrême. Certains habitants réclamaient la fuite de l'étranger, d'autres exigeaient qu'il soit jugé immédiatement. Poirot, lui, savait que la précipitation serait fatale à la vérité. Il décida donc d'organiser une rencontre publique, une véritable confrontation, afin de mettre l'homme mystérieux face à ses propres contradictions. La réunion eut lieu dans la grande salle de la mairie. Les bancs étaient pleins, les visages fermés, les murmures inquiets. Sur l'estrade, 2 chaises avaient été placées, l'une pour Poirot, l'autre pour l'étranger. Lorsqu'il entra, vêtu de son manteau sombre, un silence glacial s'abattit sur la salle. Tous attendaient un duel, et personne ne voulait en perdre une miette. Poirot ouvrit la séance avec calme. « Monsieur, » dit-il en s'adressant à l'étranger, « depuis votre arrivée à King's Abbot, vous affirmez connaître les secrets de chacun. Mais ce soir, je vous demande de nous prouver si vous êtes un révélateur de vérité ou un simple illusionniste. » L'homme esquissa un sourire ironique, ses yeux gris brillants d'assurance. « Posez vos questions, monsieur Poirot, je n'ai rien à cacher. » Alors Poirot commença son jeu subtil. Il évoqua de menus détails que lui seul connaissait. Une anecdote d'un villageois, une lettre confidentielle, un souvenir effacé. L'étranger répondit avec aisance aux premières questions, gagnant encore la confiance de certains spectateurs. Mais Poirot, méthodique, augmenta la difficulté, glissant volontairement des fausses informations pour tester son adversaire. Ce fut alors que l'homme commit sa première erreur, confronté à une histoire inventée de toutes pièces par Poirot. Une dette imaginaire de Lord Ashbury envers un banquier disparu. L'étranger confirma avec aplomb, affirmant qu'il en connaissait les détails. Un frisson parcourut la salle. Pour la première fois, son assurance se retournait contre lui. Poirot se leva, sa moustache frémissante. « Voilà donc la preuve que vous ne révélez pas la vérité, monsieur, mais que vous jouez avec ce que vous croyez savoir. Vous affirmez, vous insinuez, et les gens, effrayés, comblent les vides eux-mêmes. » L'étranger resta silencieux, son visage figé, mais ses yeux trahissaient une colère contenue. Pourtant, au lieu de s'effondrer, il se redressa et lança « Même si je me trompe, monsieur Poirot, n'ai-je pas ouvert les yeux de cette ville sur des réalités qu'elle voulait ignorer? Je suis peut-être imparfait, mais mes paroles ont libéré des vérités que vous-même n'auriez jamais osé prononcer. » Ces mots résonnèrent dans la salle, et certains habitants hochèrent la tête, troublés. Poirot sentit qu'il avait gagné une bataille, mais pas la guerre. Cet homme, même pris en défaut, conservait une étrange influence. Son autorité ne reposait pas seulement sur des faits, mais sur la peur qu'il avait semée. Pour l'abattre définitivement, Poirot devait aller plus loin, révéler son passé, son propre secret, celui qu'il redoutait plus que tout. En quittant la mairie, Poirot murmura pour lui-même « Oui, ce soir, nous avons fissuré son armure. Mais bientôt, il faudra l'arracher tout entière. Et alors, mes amis, l'étranger ne pourra plus se cacher derrière son masque d'omniscience. » Le lendemain de l'affrontement, l'étranger sembla changer d'attitude. Lui qui jusque-là avait cultivé l'aura du mystère, décida de parler. Était-ce par stratégie, ou bien par fatigue, d'un masque trop lourd? Nul ne le sut vraiment. Toujours est-il qu'au crépuscule, il convoqua les notables de King's Abbot dans la grande salle de l'auberge, affirmant qu'il avait quelque chose d'essentiel à leur révéler. La salle était pleine à craquer, emplie d'un silence électrique. L'homme se leva, son regard dur balayant l'assemblée. « Vous me demandez qui je suis et pourquoi je connais tant de vos secrets. Eh bien, ce soir, je vous le dirai. Mais sachez une chose, la vérité que je porte en moi n'est pas née d'un miracle. Elle est née de vos fautes. » Ces paroles frappèrent chaque cœur comme un coup de tonnerre.
Poirot, assis au premier rang, observait attentivement. Ses petites cellules grises étaient prêtes à analyser chaque mot, chaque geste, car il savait, derrière une confession, il y a toujours un choix, dire trop ou dire trop peu. L'étranger reprit d'une voix plus sombre. « Il y a 25 ans, j'étais l'un des vôtres, mais vous m'avez rejeté. Mon nom, vous l'avez effacé. Mon histoire, vous l'avez enterrée. Pourquoi? Parce que j'aimais une femme que vous jugiez indigne de moi. Parce qu'ensemble, nous avons osé défier vos règles hypocrites. Et quand le scandale éclata, vous avez choisi de me bannir plutôt que d'affronter vos propres mensonges. » Un murmure parcourut la salle. Certains baissèrent la tête, d'autres échangèrent des regards troublés. Lady Whitmore pâlit, comme si elle reconnaissait enfin la silhouette d'un fantôme revenu de son passé. Poirot comprit alors. Cet homme n'était pas seulement un étranger, il était le survivant d'un drame que la ville avait volontairement effacé de sa mémoire. « Je suis revenu, » poursuivit-il, « non pas pour me venger avec le sang, mais pour que vous goûtiez à la peur que vous m'avez imposée. Chaque secret que je dévoile, c'est une pierre de votre façade qui s'écroule. Vous avez bâti vos vies sur des mensonges. Moi, je ne fais que retirer les voiles. » Un notable s'écria, « Vous mentez. Si vous étiez vraiment celui que vous prétendez, vous auriez des preuves. » L'homme éclata d'un rire amer. « Des preuves? Je les ai. Lettres, registres, témoignages. Tout ce que vous avez essayé de détruire, je l'ai retrouvé. Vous pouvez nier, mais la vérité, tôt ou tard, se ferait toujours un chemin. » Poirot sentit un frisson parcourir son échine. Pour la première fois, l'étranger parlait non pas en devin ou en prophète, mais en homme blessé, en survivant d'une injustice. Ses paroles, bien qu'empreintes de colère, portaient une sincérité troublante. Pourtant quelque chose clochait encore. Une vérité peut être dite avec des mensonges, pensa Poirot, et celui-ci, plus que quiconque, savait manier la déformation. En quittant la salle, Poirot réfléchissait. Oui, l'étranger avait sans doute souffert. Oui, il revenait avec une plaie ouverte. Mais son récit, aussi convaincant soit-il, n'expliquait pas tout. Il restait des zones d'ombre, trop nombreuses. Et Poirot, en arrangeant sa moustache, se promet une chose. Bientôt je distinguerai dans ses paroles ce qui est vérité et ce qui n'est qu'une vérité déformée. Non, la confession de l'étranger avait secoué King's Abbot comme un séisme. Certains y voyaient une révélation libératrice, d'autres n'y percevaient qu'un tissu de manipulation. Mais avant même que la ville n'ait le temps de reprendre son souffle, un nouvel événement tragique vint jeter de l'huile sur le feu. Une nuit glaciale, les cloches de l'église sonnèrent de nouveau dans l'obscurité. Cette fois, ce n'était pas la fontaine qui était le théâtre du drame, mais la bibliothèque de Lord Ashbury. On y retrouva le maître des lieux, étendu sans vie sur son bureau, une plume encore entre les doigts. Son visage figé exprimait une terreur indicible. À côté de lui, une pile de documents brûlés révélait qu'il tentait de détruire des papiers compromettants avant sa mort. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Lord Ashbury, l'homme le plus respecté et craint de la ville, avait été assassiné. Et déjà, tous les regards se tournèrent vers le même coupable désigné, l'étranger. « Après Miller, c'est Ashbury », criaient certains. « Il se débarrasse de tous ceux qui l'accusent. » La panique atteignit son paroxysme. Poirot se rendit aussitôt sur les lieux. Il observa le bureau calciné, les cendres éparpillées, la plume encore humide d'encre. Mais un détail attira son attention. La montre de Lord Ashbury, brisée, indiquait une heure qui ne correspondait pas au moment où l'alarme avait été donnée. Pour Poirot, cela ne pouvait signifier qu'une chose. On avait voulu manipuler la scène du crime. Plus troublant encore, une lettre inachevée reposait sous un livre renversé. Elle commençait par ces mots. « J'ai découvert qui il est, vraiment. » Le reste avait été déchiré ou brûlé. Poirot serra les dents. Ashbury avait peut-être percé à jour le secret de l'étranger, et quelqu'un avait décidé de le faire taire. La foule, cependant,
n'écoutait pas les nuances. Déchaînée, elle se rassembla devant l'auberge, exigeant que l'étranger soit livré à la justice populaire. Certains brandissaient des torches, d'autres des armes improvisées. Le visage de la ville paisible avait disparu. C'était une meute enragée qui réclamait du sang. L'étranger, lui, resta étrangement calme. Depuis la fenêtre de sa chambre, il regardait la foule sans ciller. Quand Poirot entra, il tourna simplement la tête et dit « Vous voyez, monsieur Poirot, il me juge coupable non pas parce que je l'ai fait, mais parce que je sais. » Sa voix était froide, mais ses yeux trahissaient une lueur d'épuisement. Poirot le fixa longuement. « Si vous n'êtes pas coupable, alors vous êtes l'appât, » répondit-il doucement. « Quelqu'un utilise votre réputation pour masquer ses propres crimes. Mais pour prouver cela, je dois comprendre votre secret. Qui êtes-vous réellement, monsieur? Et pourquoi avez-vous choisi ce moment pour revenir ?» Un silence lourd s'installa. L'étranger détourna le regard, ses lèvres se serrant. Poirot comprit alors qu'il n'était pas encore prêt à tout dire. Mais une chose était certaine. Le deuxième meurtre avait changé la partie. Désormais, il ne s'agissait plus seulement de protéger la vérité. Il fallait empêcher la ville entière de sombrer dans la folie et la vengeance. Le deuxième meurtre avait plongé Kings Abbott dans un chaos presque irréversible. La peur, la colère et la suspicion avaient transformé chaque habitant en juge et bourreau potentiel. Mais au milieu de ce tumulte, Poirot gardait son calme implacable. C'est dans la tempête que ces petites cellules grises travaillaient le mieux, et elles venaient enfin de trouver le fil invisible qui reliait tous les événements. Il réunit ses notes, ses observations, les témoignages contradictoires, et tout prit soudain sens. Le docteur Miller, discrédité publiquement, avait été tué pour détourner l'attention. Lord Ashbury, impliqué dans de sombres falsifications, avait tenté de couvrir ses traces en brûlant des documents. Et dans l'ombre, quelqu'un utilisait l'étranger comme paravent, sachant que ces révélations suffiraient à orienter les soupçons vers lui. Poirot comprit alors que l'étranger n'était pas l'architecte du chaos, mais son instrument. Oui, il connaissait des vérités. Oui, il avait un passé tragique lié à la ville. Mais il n'était pas un meurtrier. Le véritable coupable avait saisi l'occasion de ces révélations pour régler ses propres comptes. Voilà donc l'explication, murmura Poirot en ajustant sa moustache. Le mensonge s'est caché derrière la vérité, comme un serpent dans l'herbe. Restait à savoir qui dans cette ville avait assez de ruse et de cruauté pour manipuler ainsi la peur collective. Poirot se rappela alors la note laissée près du cadavre du docteur Miller, écrite de la main de Lord Ashbury. Mais si Ashbury avait été ensuite assassiné, cela signifiait qu'il n'était pas seul dans cette affaire. Quelqu'un avait profité de son implication pour le faire taire définitivement. Cette personne, Poirot le savait maintenant, devait être proche de lui. Trop proche, car seul un complice intime aurait pu accéder à ses documents, connaître ses horaires et pénétrer dans sa bibliothèque sans éveiller de soupçons. Ces petites cellules grises l'orientèrent vers un nom. Miss Caroline, la jeune femme timide, trop souvent reléguée dans l'ombre, mais présente partout au bon moment. Poirot se rappela ses larmes, ses confidences hésitantes, sa peur de parler. Oui, c'était elle, non pas une victime, mais une actrice dissimulée sous le masque de la fragilité. Elle avait utilisé l'étranger comme écran, Lord Ashbury comme bouc émissaire, et la peur comme arme. Le puzzle était enfin complet. Le lendemain, Poirot convoqua les habitants dans la grande salle de la mairie. Tous se pressèrent, avides de savoir si enfin le détective allait démasquer l'étranger. La tension était telle qu'on pouvait entendre chaque respiration. L'étranger, pâle, se tenait à l'écart, résigné à être livré à la foule. Mais Poirot, moustache impeccable, se leva et déclara d'une voix claire « Mes amis, ce soir, je vous dirai qui a vraiment du sang sur les mains. » Un silence absolu s'abattit sur la salle. Les regards
brûlaient de curiosité, et certains retenaient déjà leur souffle. Poirot posa ses mains sur la table et ajouta « Ce n'est pas l'homme que vous croyez. L'étranger n'est pas le meurtrier. Le véritable coupable est parmi vous, caché derrière ses larmes et son silence. » Puis il tourna son regard vers Miss Caroline, dont le visage se figea. « Oui, mademoiselle, c'est vous. » Les murmures se transformèrent en cris étouffés. Miss Caroline blêmit, ses yeux écarquillés fixant Poirot. Et dans ce silence tendu, chacun comprit que l'instant de vérité venait enfin d'arriver. La salle de la mairie retint son souffle. Miss Caroline, tremblante, se leva brusquement, ses yeux fuyant ceux de Poirot. « Vous mentez !» cria-t-elle d'une voix étranglée. Mais Poirot, implacable, secoua la tête. « Non, mademoiselle, c'est vous qui mentez depuis le début. Vous avez utilisé l'étranger comme paravent, sachant que ces révélations troubleraient la ville. Pendant que tous les regards étaient tournés vers lui, vous avez frappé. » Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. Poirot poursuivit, méthodique. « Vous avez tué le docteur Miller, non pas pour ses faux diplômes, mais parce qu'il connaissait votre secret. Puis vous avez assassiné Lord Ashbury afin de l'empêcher de révéler ce que lui aussi avait découvert. Votre complicité ancienne avec l'étranger. » Tous se tournèrent vers l'homme mystérieux qui gardait le silence. Son regard, pour la première fois, n'était plus froid, mais accablé. Poirot s'adressa à lui directement. « Vous n'êtes pas le meurtrier, mais vous êtes coupable d'autre chose. Vous avez laissé vos blessures du passé vous transformer en instrument. Vos vérités, vraies ou déformées, ont préparé le terrain à ces crimes. » L'étranger ferma les yeux, comme si la vérité le libérait et l'écrasait tout à la fois. Alors, Poirot sortit la photographie qu'il avait aperçue dans ses mains quelques jours plus tôt. « Cette femme, c'était votre sœur. Elle est morte dans le scandale qui vous a chassé d'ici. » Caroline savait la vérité, et vous vous êtes alliés dans le silence. Mais elle est allée trop loin, et vos vérités sont devenues ses armes. Un cri perçant brisa la salle. Miss Caroline tomba à genoux, incapable de continuer à nier. Elle sanglotait, répétant « Il fallait que je me venge. Ils nous avaient détruits. Ils avaient détruit nos vies. » Les habitants, pétrifiés, comprirent alors que le véritable poison n'était pas dans les révélations, mais dans la rancune nourrie pendant des décennies. Poirot, d'une voix grave, conclut « La vérité, mes amis, est comme un couteau. Entre de bonnes mains, elle tranche le mensonge. Mais entre de mauvaises mains, elle devient une arme meurtrière. » Ces mots résonnèrent dans le silence, et chacun sentit leur poids. La foule, apaisée par la clarté des faits, se dispersa lentement. Miss Caroline fut remise aux autorités, tandis que l'étranger, libre de l'accusation de meurtre, resta seul, accablé par ses propres fantômes. Poirot, en le saluant, lui glissa doucement. « Vous saviez trop de choses, monsieur, mais vous avez oublié l'essentiel. La vérité n'a de valeur que lorsqu'elle est accompagnée de justice. » L'homme mystérieux quitta la ville quelques jours plus tard, sans adieu. Certains jurèrent qu'ils le reverraient. D'autres affirmèrent qu'il avait disparu à jamais. Mais pour Kings Abbott, une chose était sûre, plus jamais elle ne serait la même. Et Poirot, en rentrant chez lui, caressa sa moustache avec gravité. « Encore une fois, les petites cellules grises ont triomphé, » murmura-t-il, mais au fond de lui, il savait que cette affaire resterait différente des autres, car parfois, la vérité elle-même peut devenir le plus dangereux des mensonges.